Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue à votre premier numéro de l'émission Autour du livre. Autour du livre qui a aujourd'hui l'honneur de recevoir Dr Abdoulaye Diallo, directeur général de la maison d'édition et de la librairie Harmattan Sénégal. Bienvenue, Monsieur Diallo. Merci Fodé de m'inviter, c'est un plaisir. Nous avons aussi sur le plateau Monsieur Cheikh Aldjoumaka, chroniqueur du livre. Bienvenue, Monsieur Adjouma. Merci, Monsieur Fodé. Aujourd'hui, nous allons étudier l'œuvre d'Abdoulaye Diallo, qui est un roman intitulé « Les diplômes de la galère de l'Afrique à la jungle française ». Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons essayer de connaître un peu plus l'auteur. Et dans ce cas, nous allons vous demander qui est M. Diallo. M. Abdoulaye Diallo est un jeune Sénégalais, je reste toujours jeune, même si je suis quadra comme on dit, qui est né à Dakar, qui a grandi à Dakar, fait mes études à l'école élémentaire Clémenceau. J'ai fait le collège Abbé Pierre Soc à la rue Tolbiac à Dakar et j'ai fait le lycée Lamine Gueye, ex-Van-Volleneuven, où j'ai eu mon bac. Je me suis inscrit à l'université de Dakar où j'ai fait 2 ans au département d'histoire avant de me retrouver en France où j'ai fait mes études supérieures de la licence au doctorat. Je suis rentré juste après la soutenance de ma thèse et depuis je me suis aventuré à faire de l'entrepreneuriat. J'ai créé l'Harmattan Sénégal qui est la maison d'édition et la librairie qui nous accueille d'ailleurs cet après-midi. Voilà, je suis aussi enseignant, vous l'avez dit, d'histoire au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, et je fais un peu de tout. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, pouvez-vous nous dire pourquoi et comment vous avez écrit ce livre? Alors, le pourquoi du comment de ce livre, je me rappelle que jeune étudiant à l'époque à Paris, les nuits étaient trop longues, il faisait trop froid. Et se retrouver après les cours, après le travail, je veux dire dans une situation de détresse. En Wolof, vous direz tout moranké. Et on a vécu un certain nombre de choses, c'est-à-dire tellement impensables auxquelles nous ne nous y attendions pas et qu'on s'est dit quand même qu'il était très utile, qu'il serait plutôt très utile de témoigner sur la question, de partager cette expérience de ce que c'est qu'être étudiant étranger en France, en tout cas de notre temps, ce que ça voulait dire. Quand je parle de notre temps, je parle bien évidemment du début des années 2000, parce que je suis arrivé à Paris en 2001, au lendemain des attentats du 11 septembre. Parce que je suis arrivé à Paris, je me rappelle très bien, le 15 septembre 2001. Voilà, j'ai fait mes études. Et voilà, l'expérience que nous avons vécue sur place était tellement intense. C'était une expérience à laquelle également on ne s'attendait absolument pas du tout. Et puis à l'époque, et malheureusement ça continue jusqu'à présent, il y a toujours eu ce désir d'Occident qui fait que tout un chacun pense qu'il faut se retrouver en Occident, que ce soit en France ou ailleurs, pour pouvoir réussir. Et maintenant, je me suis dit qu'il était de mon devoir quand même de témoigner et puis d'essayer de le faire de manière romancée pour expliquer aux candidats à l'exil que les choses ne se passent pas forcément comme ils le pensent dans leur tête. Voilà la motivation principale de l'écriture de ce texte. Maintenant, comment le texte a été écrit? Il a été écrit toutes les nuits, parce que voilà, je n'avais le temps que les nuits, travailler toute la journée. Si je n'étais pas à la fac, j'étais en train de trouver de quoi manger pour pouvoir continuer mes études. Ok, merci M. Diallo. Maintenant, nous allons donner la parole à M. Cheikh Aldjoumaka. Merci M. Fodé. Merci M. Diallo. J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt puisque le livre est généraliste.
vous parlez de beaucoup de thèmes, vous parlez surtout de l'histoire, vous parlez de la littérature, vous parlez de l'économie, effectivement, vous parlez aussi de l'enseignement supérieur. Mais avant tout, nous allons essayer de s'attarder un peu sur la forme, en quelque sorte. Vous avez dit que c'est un roman. Bon, après l'aperçu que nous avons eu du livre, nous avons eu l'impression que c'est un roman autobiographique. Autobiographique, quelques écritures, nous le prouverons. Et les preuves ne manqueront pas. Puisque si nous voyons très bien sur vos écritures, nous allons trouver effectivement qu'il s'agit réellement de la description de votre environnement, la description de votre famille, la description effectivement du voyage d'études en France. Que pouvez-vous nous dire réellement sur l'autobiographie? Il s'agit réellement de votre vie que vous écrivez, mais il s'agit effectivement d'un roman qui fait de l'illusion, effectivement. L'auteur parle généralement de la chose dont il a une véritable maîtrise. Il y a une part de vécu dans ce qui est écrit dans ce roman, mais ce n'est pas du tout un roman autobiographique, dans la mesure où le personnage principal du texte, Bouba, est le condensé de plusieurs vécus. Une partie de mon vécu, une partie du vécu de mes autres camarades de promotion, de mes autres camarades avec qui je vivais dans la Senzala, de jeunes Sénégalais que je rencontrais comme ça dans la rue. Il y a en fait, le personnage principal, Bouba, est le condensé de plusieurs vécus. Ce n'est pas du tout mon parcours qui est décrit dans ce texte. Pourquoi? Parce que la galère dont je parle dans ce texte, personnellement, par exemple, je ne l'ai pas vécu. Parce que moi, en France, j'avais ma grande sœur j'avais de la famille en France. Je veux dire, je ne me suis jamais retrouvé en France sans le sou. Je n'ai jamais eu faim en France et je n'ai jamais eu froid en France. Mais je voyais autour de moi des gens qui avaient faim, des gens qui avaient froid. Et ce qui est important à retenir dans ce texte, même si c'est un roman, tout ce qui est raconté dans ce texte est vrai. C'est la manière de le raconter qui est romancée. Par exemple, je parle de mémoire, parce que c'est un texte qui est écrit il y a une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, de ce jeune que je me rappelle avoir rencontré dans le métro à Châtelet. Ça, c'est une histoire vraie. Un jeune Sénégalais qui débarque en France, je veux dire qui erre dans les rues de Paris depuis 3 jours ou 4 jours, qu'il ne connaissait nulle part où aller, il savait juste qu'il devait aller en France pour ses études. Et on revenait, je crois, de la bibliothèque de Beaubourg, où nous faisions nos révisions, et on l'a rencontré dans le métro. Dès qu'il nous a vus, il s'est rendu compte que nous étions des Sénégalais. Et il nous a apostrophés. C'est comme ça qu'on l'a recueilli, qu'on l'a aidé à s'inscrire. Il est resté avec nous quelques jours avant qu'on le trouve, avant qu'on ne lui trouve une chute. Je ne sais plus si c'est comme ça que ça s'est passé, mais ça, par exemple, ça c'est une histoire vécue. Je parle de la Senzala, que nous connaissons, si peut-être les gens de votre génération, vous ne l'avez pas connue, mais nous, de notre temps, il y avait une série sur l'esclavage qui passait, et la chambre, c'est-à-dire l'abri où étaient parqués les esclaves le soir quand ils ont fini leur labeur au champ, là où ils dormaient, était appelée une Senzala. Et nous, on avait surnommé cette chambre qui se trouve à la rue Ordinaire d'ailleurs, où je suis passé il y a une dizaine de jours quand je suis repassé à Paris, parce qu'il y a un de nos camarades qui avait loué cet appartement, a déménagé juste à côté, il m'avait invité à dîner chez lui. Ça, c'est un appartement, c'est un studio qui a existé. Et un moment, sur 20 mètres carrés, on a vécu là-bas à plus de 13 ou 14 dans 20 mètres carrés. Et quand les jeunes Sénégalais ou les jeunes Africains
pensent que partir en France, c'est être dans le luxe. Je veux dire, c'est avoir une autre vie plus qu'ils n'avaient dans leur pays africain. Ça, c'est une illusion, en fait. Et mon rôle, un moment, a été de décrire cette réalité. Maintenant, il y a du vécu qui me concerne personnellement dans ce livre. Par exemple, cette histoire de recherche d'emploi. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire, j'appelle dans une entreprise, je vois une offre d'emploi, j'appelle. On me dit, écoutez, le poste est à pourvoir. Parce que quand la dame m'entendait parler au téléphone, je n'avais pas d'accent, je parlais comme les petits Français. Elle était loin de s'imaginer que c'était un nègre qui devait venir à ce poste. Je l'appelle à 14 h pour confirmer, à 15 h je me pointe, elle me dit que le poste est pourvu. J'ai failli faire une attaque, j'ai insulté tout le monde, et puis voilà, je me suis dit que le soir je rentrais au Sénégal. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Et puis mes autres camarades ont vécu d'autres expériences qui ont fait que je me suis dit qu'il serait utile de faire la somme de toutes ces expériences vécues par ces différentes personnes et de créer un personnage principal. Et c'est ce personnage principal, Bouba, qui, je veux dire, dont la vie est racontée dans ce texte. Maintenant, vous avez parlé tout au début de ma famille. Là également, j'affabule un peu. J'ai beaucoup parlé de ma grand-mère. Je veux dire que je n'ai pas beaucoup connu, mais ma mère me parlait tellement en bien de cette dame que voilà, elle était devenue une sorte d'idole pour moi. Et j'ai beaucoup parlé d'elle c'est-à-dire dans une première partie du texte, mais là effectivement je parle bien de ma grand-mère. D'ailleurs, vous parlez aussi de Jean-Pierre Vivet, que vous considérez comme votre papa Toubab. Jean-Pierre, je ne le considère pas comme mon papa Toubab, c'est mon papa Toubab. Ça aussi, c'est un personnage qui existe, c'est son nom. Je reviens de Paris il y a une quinzaine de jours. Je n'ai pas pu le voir parce qu'il a déménagé de l'appartement où nous habitions. Il est en maison de retraite maintenant, mais j'ai eu ses petits-enfants, j'ai eu ses enfants. Parce qu'à chaque fois que je retourne en France, je vais le voir, je déjeune avec lui. Il prend des nouvelles de mes enfants parce que mes enfants, en réalité, c'est lui qu'ils connaissent comme grand-père. Parce que tous mes enfants sont nés, je ne dis pas devant lui, mais il a été là à chaque fois que mes enfants, parce que mes enfants sont nés en France, à chaque fois qu'un de mes enfants naissait, il était là. Et jusqu'au moment où je vous parle, à chaque date d'anniversaire de mes enfants, il a une carte, il a un cadeau pour un de mes enfants. Dans mon bureau d'ailleurs, il y a une photo d'un petit blanc que vous voyez là-bas, c'est un de ses petits-fils. C'est-à-dire, c'est le fils du grand frère de la fille dont je parle dans le texte. Là également, je suis tout à fait d'accord, je consens que c'est une part de vérité. Et j'ai évoqué le personnage de Jean-Pierre dans le texte pour montrer en fait que malgré les difficultés, dans la vie, tout n'est pas soit noir ou blanc. Il y a une part de gris, les choses sont un peu complexes. Et cette complexité est représentée dans le texte par le personnage de Jean-Pierre qui, malgré le fait que, de manière générale, le racisme est une réalité en France, qu'il ne faut pas nier, mais Jean-Pierre apparaît comme ce personnage qui contredit tout. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui, en fait, ne voit que la dimension humaine de la personne. C'est-à-dire, c'est un humaniste qui, lui, ne fait pas de différence entre le noir, le blanc, le jaune ou le rouge. Pour lui, dès qu'une personne humaine est une personne humaine, il faut la considérer comme telle. Et il consacre sa vie à cet humanisme. Et c'est l'occasion d'ailleurs, encore une fois pour moi, de lui rendre tout l'hommage qu'il mérite. Et d'inviter également toute personne, qu'elle soit une personne vivant en France ou ailleurs, ou même au Sénégal, surtout en ces moments où la xénophobie, le racisme sont devenus plutôt des lieux de repli
pour les personnes. C'est-à-dire, on n'a pas à avoir peur de l'autre. On doit accueillir l'autre comme notre prochain. On doit accueillir l'autre, le considérer comme nous nous considérons. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la présence de l'homme sur Terre. Il n'y a pas de différence entre les humains. Un humain reste un humain. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit même pas croyant. Un être humain reste un être humain. Et un être humain reste au-dessus de tout. Et je pense qu'il est de la responsabilité de tout un chacun et surtout de cette élite de faire en sorte de créer les conditions du vivre ensemble. Tant que nous ne réussirons pas les conditions de notre vivre ensemble sur Terre, nous aurons failli à ce pourquoi nous sommes sur Terre. Merci. Nous parlons de l'administration. Vous avez parlé des galères administratives, surtout étant étudiant et à une préinscription pour aller étudier à l'étranger. Donc ça s'avère très difficile d'obtenir les papiers administratifs. Quelles difficultés avez-vous vécues avant d'aller en France? Écoutez, ce que nous avons vécu à l'époque n'est rien par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est ça en fait qu'il faut dire. Certes, il était extrêmement difficile à l'époque pour nous d'avoir des conditions, c'est-à-dire de remplir les conditions déjà pour avoir le visa. Une fois que vous avez le visa, de vous retrouver en France, d'avoir une inscription dans une université. Mais ce que nous avons vécu à l'époque, malgré que c'était extrêmement pénible, c'était le paradis par rapport à ce qui se passe maintenant. Pourquoi? Parce que nous, à l'époque, il suffisait d'avoir une préinscription, de réunir les conditions, certaines conditions financières, de pouvoir justifier. Et la plupart d'entre nous, d'ailleurs, disaient qu'ils avaient de l'argent dans les comptes bancaires, alors que ce n'était pas vrai. On se contentait de déposer des attestations bancaires, et à partir de là, on avait le visa. Mais aujourd'hui, pour pouvoir avoir le visa, une attestation bancaire ne suffit plus. Il faut que l'argent soit bloqué dans le compte. Pourquoi? Parce que les ambassades appellent au niveau des banques pour s'assurer que le montant qui vous permet de vivre, c'est-à-dire en moyenne pour la France, je pense que ça tourne aux alentours de 500 € par mois. Ça veut dire que pour pouvoir avoir un visa pour aller étudier en France aujourd'hui, il faut justifier de vos ressources de vie qui tournent aux alentours de 5 à 6 000 € par an. Il faut que l'argent soit disponible dans le compte. Ça, c'est par an. Nous, à l'époque, pour s'inscrire et commencer vos études en France, je pense qu'à l'époque, on payait quelque chose qui tournait aux alentours de 200 francs, c'est-à-dire moins de 300 €. Mais aujourd'hui, cette somme a été multipliée par 20 ou parfois même par 30. Je pense même que là où nous payons, il ne faut pas que je dise des bêtises, là où nous payons 300 €, c'est-à-dire 200 francs, aujourd'hui, je pense qu'il est demandé 15 000 €. Parce qu'à l'époque, les études étaient gratuites dans l'enseignement supérieur français, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Et la réforme est déjà passée. Ce qui fait que ce sont les conditions pécuniaires. Maintenant, à côté de ces conditions pécuniaires, il y a surtout les difficultés liées aux démarches administratives. C'est-à-dire pour avoir un titre de séjour. Les conditions dans lesquelles les gens sont mis pour pouvoir rien que déposer. On vous demande une liste infinie de documents à fournir. Des documents, je veux dire que presque personne ne peut réunir. Et si par extraordinaire vous réussissez à réunir tous ces documents, vous pouvez arriver au niveau du guichet. Nous, à l'époque, on passait la nuit devant la préfecture à la rue de Miolis. On passait la nuit, il faisait parfois 5 degrés dehors ou parfois il faisait moins 5 degrés dehors. Il fallait arriver la veille à 22 h, rester jusqu'à 8 h le matin pour que ça ouvre. Vous pouvez attendre, vous restez là-bas jusqu'à midi, et à midi on vous ferme, on dit que vous repassez demain. Voilà les conditions dans lesquelles nous avons vécu. Maintenant, on nous dit qu'avec Internet, il est possible de prendre rendez-vous. Mais même si vous prenez rendez-vous, je vous dis, les conditions restent pareilles. Et si vous arrivez sur place, vous pouvez arriver au niveau du guichet,
vous avez des marâtres en fait qui sont là-bas, des gens qui ne sont pas contents de vous voir dans leur pays. Et ils vous le font savoir. Pendant les 8 années que je suis resté en France, il n'y a pas une année où je ne me suis pas pris la gueule avec un agent de l'administration française. Pourquoi? Parce que c'est soit une photo qui ne va pas, ou il y a un document qui est mal photocopié. Et je raconte une scène d'ailleurs d'un étudiant ou d'une étudiante chinoise qui avait pourtant tous les documents. Mais elle a été tellement mal accueillie par le préposé au niveau du service administratif de la préfecture, que c'est-à-dire que la petite qui débarque de sa Chine, qui ne parle pas un mot français, qui est là pour étudier le français, apprendre le français. C'est-à-dire qu'elle a été tellement traumatisée par cette histoire qu'elle a tout de suite fondu en larmes. Alors que pourtant, elle avait les documents qu'on lui demandait. Mais la dame était incapable de s'opposer, de lui demander poliment la photo qui manquait. Il a fallu qu'elle se mette à pleurer, comme toujours, quand l'injustice est là, il faut réagir. Et puis le document, je me rappelle très bien avoir parlé à la dame et avoir demandé à parler à la responsable. Il dit, mais ce n'est pas une manière d'accueillir les gens. Et on a fouillé dans les documents et on s'est rendu compte que c'est pourquoi elle voulait la renvoyer jusqu'au lendemain. La petite avait ça. Et chaque année, quand il faut renouveler le titre de séjour, c'est le même scénario qu'il faut vivre, c'est les mêmes humiliations qu'il faut vivre, et ce sont les mêmes peines qu'il faut vivre. Raison pour laquelle, dès que j'ai soutenu ma thèse, je ne suis pas resté un mois de plus dans ce pays, qui pourtant est un très beau pays. Voilà, que nous avons, c'est-à-dire qu'on nous a, je ne vais même pas dire qu'on nous a enseigné, mais qu'on nous a inculqué, et je choisis bien mon mot. Je veux dire, quelqu'un comme moi j'ai grandi avec la littérature française. J'ai lu tous les classiques de la littérature française avant d'arriver à Paris. J'ai lu tout ce que vous pouvez imaginer avec les grands auteurs français, qui nous ont parlé d'humanisme, qui nous ont parlé du droit de l'homme. Vous comprenez? Qui nous ont parlé, qui nous ont chanté de cette France ouverte. Mais quand vous arrivez sur place, vous vous rendez compte que cette réalité décrite se limite dans les livres. Vous parlez également de l'intégration. Vous avez dit pour s'intégrer en France, il faut mettre un trait sur votre identité. Ah oui, ça c'est, je veux dire, ça c'est lié, ça c'est inhérent à l'histoire de la France. Pourquoi pensez-vous que la colonisation française a eu l'impact qu'elle a eu dans notre vécu? C'est simplement parce que la France a toujours voulu assimiler, c'est-à-dire même dans l'idéologie coloniale, c'est-à-dire là où les Anglais cherchaient simplement à profiter des richesses du sous-sol, se baser sur les cultures locales des pays qu'ils ont colonisés, la France a décidé de faire la table rase sur les pays, sur les cultures des pays qu'ils ont colonisés. C'est-à-dire là, il y avait un programme d'assimilation. Et il y avait toute une stratégie, je veux dire, il y a beaucoup de travaux historiques qui ont été faits là-dessus, pour montrer que le programme de la colonisation française était de faire des nègres, c'est-à-dire était de gommer la culture africaine. Et en gommant la culture africaine, essayer d'inculquer à ces Africains le minimum de culture française pour pouvoir les utiliser à bon escient. Maintenant, cette situation n'a absolument pas du tout changé en France, surtout dans l'actualité aujourd'hui, où il est impossible, il est quasi impossible, je le dis, je veux dire, de vivre en France en prétendant garder sa culture. Là où la France, par exemple, diffère des pays anglo-saxons ou diffère de pays comme les États-Unis ou dans les pays scandinaves, vivre et s'intégrer en France veut dire, et ça je le dis avec toute la force que cela requiert, tirer un trait à sa culture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à Paris avec mon très beau boubou sénégalais là, je vous dis, je suis une curiosité. Vous comprenez?
J'ai vécu des scènes, mes enfants sont nés là-bas, ont étudié, c'est-à-dire ont commencé leur scolarité. Ma fille aînée, elle a commencé sa scolarité dans une école en Champagne-Ardenne. À la maison, chez moi, on parle pulaar. À la maison, les enfants mangent à la main. La petite, elle a eu le malheur d'arriver en classe, d'expliquer à ses petits camarades blancs comment on salue en pulaar. Et sa maîtresse a eu vent de cela, mais elle a tellement grondé que la petite est rentrée en larmes. On m'a convoqué parce que ma fille a osé dire à un petit Français comment on dit bonjour en pulaar. J'ai fait le scandale. Je lui ai dit, mais écoutez, la bonne dame m'appelle, il me dit, mais à la maison chez vous, en quelle langue parlez-vous à vos enfants? Je lui ai dit, mais écoutez madame, je parle à mes enfants la langue à laquelle je veux. C'est quoi le problème? Je lui ai dit, mais écoutez, vous dites que vous êtes enseignante, vous n'avez pas votre place dans une école. Vous avez la chance d'avoir un enfant qui parle une langue différente de la langue française. Vous auriez dû aller en librairie, demander, d'autant plus qu'il existe des contes bilingues en français et en pulaar. Mais faites découvrir à ces petits-enfants français une autre culture que la culture française au lieu de les enfermer. J'ai fait un scandale, j'ai dit que j'allais porter plainte pour racisme. Et puis je l'ai dit dans les yeux dans les yeux que vous n'avez pas, c'est-à-dire vous ne méritez pas du tout d'enseigner mes enfants. Et l'année suivante, j'ai rapatrié tous mes enfants. Toute la famille est rentrée. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est là. Je veux dire, la France a un problème avec son identité, a un problème avec, c'est-à-dire pour intégrer les identités autres. La France est une société fermée. Je le dis, même si je sais que voilà, ça ne plaira pas à tout le monde. Maintenant, cette culture, est-ce qu'on peut la prendre comme universelle? Puisque vous parlez des mamans et des papas qui sont jetés dans les banlieues chaudes. Est-ce que l'humanité peut accepter cela et considérer cette culture comme universelle? Quelle culture? Cette culture française. Non, mais je veux dire, une culture particulière n'est aucunement universelle. Qu'est-ce que l'universel? L'universel est le commun. Je veux dire, comme l'a si très bien défini le président Poète Senghor, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est ça l'universel. Maintenant, je comprends un peu votre question. Nous sommes dans une situation où on a une société occidentale qui cherche à imposer par tous les moyens sa culture aux autres. Mais la culture française n'est rien, c'est-à-dire est une portion congrue dans cette culture occidentale. Parce que, en fait, il y a une variété de cultures de pays occidentaux qui constituent cette vaste culture que l'on nomme dans le jargon bateau, parlant de culture occidentale. Non, je veux dire, la culture américaine, elle est différente de la culture française, qui, elle, est différente de la culture belge, qui, de son côté, elle, est différente de la culture espagnole ou italienne. Maintenant, nous vivons dans une société où, en tout cas, nous vivions jusqu'à quelque temps dans une société où l'Occident cherchait par tous les moyens à dominer le monde, à imposer sa culture au monde. Ce qu'ils ont réussi. La preuve, en bon sénégalais, on est là, au lieu de parler en notre langue nationale, nous faisons une émission en langue française. Vous comprenez? Il y a une part de réussite dans cela. Vous comprenez? Même si personnellement, moi, je cherche à résister un peu, je suis en boubou traditionnel, mais je vois que notre animateur principal est en jean et en polo. Vous comprenez? Ça, je veux dire, ce sont des manifestations de cette culture de cette culture globalisante, on va dire, qui cherche à dominer. Maintenant, les choses commencent à changer un peu. Pourquoi? Parce que vous savez que la roue de l'histoire tourne. Aujourd'hui, nous assistons à la Chine maintenant, qui essaye de jouer son rôle sur la scène internationale. Maintenant, en Afrique également, les gens commencent à se remuer un peu. Nous avons une certaine élite ou bien une certaine jeunesse qui cherche quand même à affirmer son identité. Moi, je ne peux pas vous dire depuis combien de temps je n'ai pas porté de costume occidental. Pas parce que je la rejette, mais parce que je suis à l'aise et je suis bien avec ma tenue traditionnelle. J'existe, je tiens à exister à partir de mon identité propre.
Cette identité propre, c'est quoi? C'est cette identité africaine, c'est cette identité sénégalaise, c'est cette identité musulmane également. Vous comprenez? Je n'ai plus besoin de faire comme l'autre pour exister. J'existe à partir de mon référent historique. Et ce référent historique, c'est quoi? C'est la triple culture dont je viens de vous parler. La culture alpulaar, la culture sénégalaise, la culture africaine et la culture musulmane. Vous comprenez? Aujourd'hui, cette situation est une situation qui doit prévaloir surtout au niveau de la jeunesse africaine, au niveau de la jeunesse sénégalaise. Il faut que notre jeunesse cesse de penser et cesse de croire que pour exister, il faut forcément ressembler à l'Occident. L'Occident n'est pas le modèle. Et en aucun cas, l'Occident n'est le modèle. C'est-à-dire, existons par rapport à notre identité propre. Cherchons à réussir, battons-nous chez nous. Pourquoi? Parce que notre continent, notre pays ne vont pas du tout se développer si tous ceux qui sont valides, si tous ceux qui ont la capacité et la force de travail décident de plier bagages et puis d'aller vivre dans des conditions, je veux dire, et je pèse bien mes mots en disant dans des conditions exécrables, où ils ne sont pas les bienvenus, où ils sont obligés de se contenter des travaux que les autres ne veulent pas. Et malgré cette situation, les gens les voient comme ceux qui sont venus prendre leur pain. Il faut que nous nous convainquions d'une situation, que si nous nous donnons les moyens de réussir dans notre pays, que si nous nous battons pour réussir dans notre pays, il n'y a absolument pas du tout de raison que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que moi je suis historien, je connais par là où l'Occident est passé. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, je vous dis, tous les pays européens étaient totalement détruits, ruinés. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plus de 25 000 Hollandais qui sont morts de faim et de maladie. La France était à terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de se retrousser les manches et de travailler. 50 ans après, aujourd'hui, tout le monde cherche à aller vers eux. La Chine est là, et l'exemple patent que vous connaissez, gens de votre génération. C'est-à-dire, au début des années 80, la Chine était un pays pauvre, sous-développé. Mais aujourd'hui, qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, la Chine est la première puissance au monde. Mais tout simplement, pourquoi? Parce que les Chinois ont pris la mesure de la situation. Ils ont compris que pour sortir de cette situation de pauvreté, pour pouvoir s'affirmer et exister, il fallait qu'ils restent chez eux, qu'ils se donnent les moyens de travailler et qu'ils travaillent sans tricher. Qu'ils soient convaincus qu'ils pourront se battre et travailler chez eux. Et que, je tiens quand même à le dire, il y a une fatalité que nous traînons, surtout au niveau de la jeunesse africaine, qui est que si nous n'avons pas de piston dans nos pays, nous ne pouvons pas réussir. C'est un mensonge. Je peux vous donner qu'a dit tout autour de moi, des gens qui se sont faits à partir de rien. Et l'exemple le plus patent que j'aime bien donner, c'est le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Son père était un gardien d'école. Sa mère était vendeuse de cacahuètes. Il n'a pas fait une seule année d'études en dehors du Sénégal. Il a été directeur de société. Il a été ministre de la République. Il a été député. Et il est devenu président de la République. C'est vraiment l'exemple type qui montre que si l'on se donne les moyens de réussir dans notre pays, on peut réussir. J'en connais d'autres. Ok, merci beaucoup. Bon, ce que vous avez dit, bon, c'est tout à fait vérifiable et vérifié. Maintenant, il y a un problème aussi. Parce que si on voit bien le nœud de votre livre, tourne, on peut dire, la problématique de l'immigration. Que ce soit les étudiants, si on prend l'exemple du livre, c'est un étudiant qui sort ici pour quitter les galères, que ce soit du pays, que ce soit en tant qu'étudiant dans sa vie d'étudiant, pour aller peut-être vivre l'Eldorado
français où il y a aussi des galères, où il a vécu encore la galère là-bas. Maintenant aussi, la motivation qui pousse les gens à partir, ça aussi il faut se la poser. Parce qu'il y a le problème qui se pose ici, les sous-développement du pays, avec nos politiques qui s'accaparent des richesses, avec les problèmes qui se trouvent au niveau des facultés, dans les universités et autres, qui font que les étudiants qui échouent en nombre, tu peux avoir un élève qui était brillant, une fois qu'il vient à l'université, il va cartoucher. Donc il y a tout un tas de conditions qui sont là, qui motivent en tout cas qui les démotivent à rester ici et qui les poussent à vouloir sortir. Mais écoutez, Fodé, je suis conscient de ce que vous dites, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut forcément déserter pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire si, parce que l'on prend prétexte des difficultés dans lesquelles nous vivons, et que tout le monde déserte pour aller se retrouver de l'autre côté, mais quand est-ce que la situation sur place va changer? Ça veut dire que cette situation est appelée à perdurer, qu'elle ne changera jamais. Vous comprenez? C'est d'autant que ce qui était valable il y a quelques années ne l'est plus. Pour la bonne et simple raison que toutes les études que les jeunes Africains, en tout cas sénégalais, cherchent à aller faire dans les pays occidentaux, la plupart de ces études, ils peuvent les faire ici sans sortir de ce pays. Ils ont les mêmes enseignants. Moi, je suis enseignant à l'université. Ce sont mes camarades de promotion avec qui j'ai fait mes études en France à l'époque qui sont les enseignants là-bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous faisions nos études, on était toujours majors, les petits blancs étaient toujours derrière nous. Au nom de quoi aujourd'hui, sous prétexte qu'il y a une pléthore d'étudiants, je suis conscient de cette situation. Je suis enseignant à l'université. Je fais mon cours devant 1300 étudiants dans un amphi, parfois même avec des problèmes de micro. Mais je viens de vous dire avant que la France, qui est encourue, je viens de vous dire que les pays occidentaux qui sont encourus, je viens de vous donner l'exemple de la Chine, mais ils étaient dans cette situation. C'est parce qu'à un moment, il a fallu qu'il y en ait qui prennent leur destin en main et se disent que cette situation doit changer. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les conditions de travail sont difficiles, les conditions de vie sont difficiles, mais c'est parce que les conditions de vie et de travail sont difficiles que le travail doit être fait pour que les choses changent. Et ces choses ne changeront pas par le biais de l'aide au développement, par le biais de tout ce que les Occidentaux prétendent nous envoyer. Cette situation doit changer par le travail que les jeunes Africains et les jeunes Sénégalais doivent faire. Il faut qu'il y en ait qui se sacrifient. Mais encore, se sacrifier, ce n'est pas se tirer une balle dans la tête. Je dis, quelles que soient les difficultés que vous avez ici, aujourd'hui, dans cette université, si vous êtes étudiant, quand vous avez faim, vous mangez. J'ai eu faim dans cette université à Dakar. Oui. À un moment, il nous arrivait de ne pas avoir de ticket. On attendait la commission sociale que certains d'entre vous dirigent. C'est nous qui l'avons mis en place. On attendait que certains étudiants aient fini de manger au restaurant Claudel. On allait récupérer les restes des étudiants au restaurant Claudel, qu'on réorganisait et on se nourrissait de ça à la rue Orofila. Est-ce que ça m'a empêché d'être aujourd'hui directeur général? Non. Il faut que les gens comprennent que, avant que l'on ne tire les marrons du feu, il faut que les marrons soient grillés. Et on ne peut pas griller des marrons s'il n'y a pas le feu. C'est parce que c'est difficile que les uns et les autres doivent se battre pour que la situation change. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été pistonné, mon père n'a jamais été à l'école, ma mère n'a jamais été à l'école. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui de diriger l'une des premières entreprises dans l'édition en Afrique francophone. Maintenant, par rapport à ça, ce que vous êtes devenu, est-ce que ce n'est pas le fruit de vos expériences que vous avez vécues, que ce soit ici comme en France? Parce que aussi, est-ce qu'il faudrait dire aux gens de ne pas sortir? Parce que l'exemple de la Chine que vous avez donné, la Chine aussi a envoyé ses enfants dans les autres pays développés, les États-Unis et autres, pour pouvoir s'armer de savoir et de sciences et revenir développer leur pays. Peut-être le véritable problème serait ceux qui partent et qui ne reviennent pas en fait pour venir s'investir dans le développement de leur pays et autres, et non pas le fait de sortir seulement. Bah, écoutez, je veux dire, vous savez, la liberté, elle est quelque chose de fondamental.
les gens sont libres de faire de leur vie ce qu'ils veulent. Je veux dire, au nom de quoi dois-je m'arroger la prérogative de demander à ceux qui sont rentrés, qui sont partis, de ne pas rester? Ça, c'est un choix qu'ils doivent faire eux. Si la vie qu'ils mènent là-bas leur convient, mais ils peuvent rester. Mais en sachant que, il y a un très bon adage wolof que j'aime bien, tekki mi ngi neexee sa dëkk. Vous comprenez? Et là où ils sont, il y en a certains qui ont réussi, qui travaillent, ils sont libres de rester. Mais moi, je vais surtout m'adresser à ceux qui ont fait des brillantes études, qui ont des diplômes, qui n'arrivent pas du tout à faire leur changement de statut, qui se contentent de petits boulots, qui prennent le risque de rentrer chez eux. Ils sont chez eux ici. C'est difficile. Ils n'ont qu'à venir et se lancer. Ils vont se casser la gueule une première fois. Mais les gens se construisent avec les expériences. Vous savez, un échec dans la vie, il ne faut pas le considérer comme un échec. Il faut le considérer comme une expérience. À partir de cette expérience, avancer pour essayer d'améliorer sa situation. Moi, je suis conscient d'une chose. Il m'arrive de partir, de passer du temps et je vois les conditions dans lesquelles les jeunes Africains, surdiplômés parfois, ils vivent. Ils sont obligés de s'inscrire chaque année. Je parle de ce phénomène des éternels étudiants qui sont obligés à chaque fois pour avoir leur titre de séjour de se réinscrire même s'ils ne font pas leurs études, juste pour pouvoir renouveler leur titre de séjour. À quoi bon qu'ils rentrent chez eux, qu'ils se battent ici? C'est-à-dire, en se battant forcément, ils auront leur place au soleil. Et là, je le dis que le bon Dieu est là pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Il faut que nous allions dans cette perspective, que les gens croient en leur destin, croient en leur capacité de réussir chez eux. Parce que s'ils viennent, ce sera dur les premiers moments. Mais ça ne restera pas éternellement dur. Moi, je suis rentré dans ce pays et j'en connais d'autres. Je suis rentré avec un ordinateur portable, celui qui m'a servi à faire ma thèse. J'ai fondé cette structure avec 2 stagiaires que je payais 50 000 francs par mois. Des stagiaires que vous connaissez bien. Mais aujourd'hui, je veux dire, cette entreprise, la mayonnaise est en train de prendre. Cette entreprise a fait d'autres entreprises. Si j'étais resté là-bas en me disant que si je rentre, je ne suis pas sûr de trouver du travail. Oui, je suis rentré. Je suis resté 7 ans avant d'avoir un poste à l'université. Je suis rentré en 2008. Je n'ai eu de poste à l'université qu'en 2007. Mais entre 2008 et 2017, j'ai fait autre chose. En faisant autre chose, c'est quoi? J'ai créé cette entreprise, j'ai créé d'autres entreprises. Il faut que les gens croient en leur destin, en leur capacité de changer leur situation par eux-mêmes. L'initiative doit être d'abord personnelle. Et à partir de là, maintenant, on s'attend à ce que, est-ce que l'État va nous aider? Mais on n'a pas, je veux dire que l'État, le rôle de l'État est de créer les conditions pour que les gens puissent travailler. Le rôle de l'État, ce n'est pas de donner du travail. En le disant que je sais que je ne me ferai pas que des amis, mais la réalité, elle est là. Vous avez effectivement parlé, vous êtes une professeure d'université, vous avez parlé de professeurs des universités, je dirais, qui ont des cours ici à l'université Anta Diop et qui ont des cours dans d'autres universités et qui restent à l'étranger et jusqu'à la fin d'année pour revenir organiser des examens alors qu'ils n'ont pas administré ce savoir-là. Comment pensez-vous? Mais écoutez, je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Tout ce que je puis vous dire, c'est que l'université sénégalaise est organisée de sorte qu'il y a un quantum horaire que les enseignants doivent respecter. Vous comprenez? Un enseignant ne peut pas évaluer un savoir qu'il n'a pas administré. Maintenant, ce sont les règles de l'enseignement supérieur qui certainement, c'est-à-dire permet à ces enseignants de donner un enseignement dans l'enseignement public. Je veux dire, il n'y a aucune règle à ma connaissance, peut-être qu'elle existe, je parle encore sur les pincettes, qui les empêche d'aller administrer un savoir dans les établissements privés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que
qu'ils enseignent même s'ils sont titulaires dans l'enseignement supérieur public, cela ne les empêche pas. Si ça, en fait, en administrant un autre savoir à des étudiants sénégalais dans l'enseignement supérieur privé, il ne faut simplement pas, la seule chose c'est qu'ils fassent ce pourquoi ils ont été embauchés dans l'enseignement supérieur public. Maintenant, vous parlez certainement des voyages d'études ou des séjours à l'étranger. Là également, ce sont les textes de l'université qui permettent aux enseignants du supérieur de pouvoir sortir. Parce que si vous devez vous absenter dans l'enseignement supérieur universitaire, vous êtes obligé d'avoir une autorisation. C'est-à-dire quand vous êtes un titulaire de l'université sénégalaise en tout cas, même si vous devez vous absenter pour 3 jours, avant de quitter, vous êtes obligé de faire une demande d'autorisation, que cette autorisation soit signée par le décanat. Et si l'absence doit dépasser 15 jours, ce n'est plus au niveau décanal que ça doit être signé, mais au niveau du rectorat. Et je pense que ces enseignants dont vous parlez ont certainement eu soit l'autorisation où ils ont des voyages d'études ou où ils ont des séjours de recherche. Parce que dans l'enseignement supérieur, ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants sont des enseignants-chercheurs. Ils ont une obligation de 6 heures d'horaire hebdomadaire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont payés que pour enseigner pendant 6 heures de temps. Parce que pour administrer 2 heures de cours, il faut des heures et des heures de préparation. Il faut également faire de la recherche pour pouvoir produire un savoir. Parce que le savoir est produit par les enseignants-chercheurs. Maintenant, la règle c'est ça. Maintenant, tout le monde ne peut pas être comme ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on est au terme de l'émission. Je pense que c'est un livre qui est intéressant, que tout étudiant devrait se procurer. Maintenant, pour le mot de la fin, quels sont les mots que vous diriez, que ce soit aux étudiants qui sont ici, comme les étudiants qui sont à l'étranger, vos derniers mots et des conseils que vous pouvez leur donner? Écoutez, des conseils, je n'en ai pas plus que tout un chacun. Ce que je puis dire, d'abord en m'adressant aux étudiants qui sont en Afrique, c'est qu'ils se disent, s'ils ont les moyens de partir et de faire des études à l'étranger, c'est toujours bon de découvrir l'étranger. Ça participe à vous former. Mais si maintenant, il s'avère qu'ils n'ont pas les moyens, que ce soit financiers ou, je ne sais pas moi, en tout cas les moyens requis pour aller faire des études à l'étranger, pourquoi s'aventurer? Alors qu'ils ont la possibilité de recevoir une formation correcte dans le pays, en tout cas pour ce qui est du cas du Sénégal. Et je pense aussi que c'est le cas pour d'autres pays. Si vous avez la possibilité de partir, je n'interdis à personne de partir. Les gens restent libres de leur choix. Maintenant, s'il s'avère que les moyens ne sont pas là, qu'ils restent chez eux, qu'ils restent ici au Sénégal, qu'ils se disent que c'est dans ce pays qu'ils vont se battre pour réussir. Maintenant, les étudiants qui sont déjà partis ou qui ont déjà fini leurs études en Occident, s'ils ont une expérience professionnelle, s'ils ont une carrière professionnelle qui justifie qu'ils restent là où ils sont, ben écoutez, je suis tout content pour eux. Mais qu'ils inscrivent dans leur agenda la possibilité peut-être de rentrer un jour. Mais je m'adresse surtout à ces diplômés qui restent là-bas et qui n'ont pas du tout d'emploi. Le changement de statut est devenu extraordinaire. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est que si vous terminez vos études en Europe et que vous n'arrivez pas à réussir à faire votre changement de statut, vous allez tenter l'aventure en Amérique du Nord, notamment au Canada. Mais pourquoi ils ne rentreraient pas chez eux? En rentrant chez eux, je suis sûr d'une chose, qu'au début ce sera difficile. Mais ce ne sera pas plus difficile que les débuts qu'ils vont faire là où ils vont recommencer une autre vie. Qu'ils rentrent, qu'ils se battent. Au début ce sera difficile, mais la réussite se trouve toujours au bout de l'effort. Ma conviction, elle est faite, c'est qu'on peut rester dans ce pays, on peut rester dans ce continent, se battre, réussir, et puis voilà, vivre sa vie telle qu'elle doit être vécue. Et participer surtout au changement de la situation dans laquelle notre pays, dans laquelle notre continent africain se trouve. Car ce continent et ce pays ne seront pas changés, ne seront pas développés par des extraterrestres ni par des étrangers.
Ce sera aux jeunes Africains, ce sera aux jeunes Sénégalais de changer et de rendre meilleur le devenir de ce pays et de ce continent. Ok, merci beaucoup M. Diallo. Ce fut vraiment avec grand plaisir que nous avons eu cet entretien et merci de nous l'avoir accordé. Et nous exhortons tous les étudiants de vraiment se procurer ce bouquin qui est vraiment intéressant, les diplômes de la galère de l'Afrique à la jungle française. Ce bouquin, vous pouvez vous le procurer au niveau de la Bibliothèque nationale de l'AMS, comme aussi au niveau de la librairie Harmattan, avec un prix étudiant. N'est-ce pas? Donc, merci beaucoup.